tout d'abord, pour commencer, je voulais vous dire, comme à chaque fois que j'ai l'occasion d'intervenir sur le 5 juillet, à quel point je suis touché et honoré d'être parmi vous. Également, pour ceux qui ont déjà, qui me connaissent un petit peu, vous connaissez que c'est toujours un petit peu cette introduction que je fais, à savoir de vous préciser que je parle devant vous avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité parce que je vais parler d'une terre sur laquelle je ne suis encore jamais allé, mais ça changera, j'espère. Je vais vous parler d'une époque, j'allais dire Dieu merci, je n'ai pas eu à connaître, comme beaucoup d'entre vous. Donc voilà, je vous parle un petit peu dans cet état d'esprit-là. Et je vous parle évidemment du 5 juillet, dont on a beaucoup parlé déjà ce matin, en tout cas qu'on a évoqué à de nombreuses reprises, à l'approche du 51e anniversaire de ce massacre. Alors je n'oublie pas que ce colloque est consacré à la figure d'Albert Camus, et quand on a un petit peu préparé le cadre de cette intervention, on a voulu voir de quelle manière on pouvait rapprocher la figure d'Albert Camus de ce massacre du 5 juillet 62. Et il y a évidemment des pistes. Camus a pressenti des choses, a vu des choses, a écrit des choses qui nous permettent de mieux comprendre ce qui s'est passé le 5 juillet, une fois de plus. On peut être frappé par certains aspects du caractère prémonitoire de ce qu'il a pu écrire ou voir. Ensuite, l'exercice a ses limites, puisque le 5 juillet, ça se passe 2 ans et demi après sa mort accidentelle, si mes calculs sont bons, je me trompe peut-être une année une fois de plus. Donc évidemment, c'est compliqué de faire de la rétrofiction, de réécrire ce que Camus aurait pu penser de ce massacre post-mortem. Donc voilà, là aussi, je vais parler avec une certaine humilité, puis vous verrez que par bien des aspects aussi, on ne peut pas tout faire rentrer dans un cadre camusien. En tout cas, ce sera lui qui sera un petit peu mon fil directeur au cours de cette intervention, donc d'une demi-heure, 3/4 d'heure à peu près. Alors, permettez-moi là aussi, j'espère que vous ne me taxerez pas de narcissisme, je vais un petit peu vous parler de ma démarche à l'origine et pourquoi je me suis intéressé à cette journée. Et pourquoi je voudrais vous parler de ça? Et bien c'est parce que je pense que je m'en suis aperçu en réfléchissant et en préparant cette journée. Je pense que Camus y est pour quelque chose, puisque ça remonte à la fin de l'année 2009, lorsque le hors-série du Figaro m'avait contacté pour rédiger un papier sur Camus et l'Algérie de Camus, à l'occasion, à l'approche de l'anniversaire de son décès. Et je me rappelle que j'avais été tout à fait embêté par ce choix, parce que je ne me sentais pas forcément légitime pour en parler. Et pour tout vous dire, Albert Camus, dans ma famille, de ce que j'avais entendu quand j'étais jeune, sachant que c'était une famille, vous savez peut-être, qui était assez marquée par la guerre d'Algérie, Camus n'avait pas bonne presse. Camus était plutôt un auteur qu'on soupçonnait d'être un petit peu rouge sur les bords, de ne pas s'être engagé pleinement dans le combat pour l'Algérie française. Et donc me confier ce sujet m'avait un petit peu dérangé, et en même temps intéressé, parce qu'on ne peut pas toujours s'intéresser à des causes que l'on chérit. C'est toujours un petit peu compliqué, il est bon d'aller s'intéresser à d'autres points de vue. Et là j'ai découvert Albert Camus d'une façon fulgurante, magistrale. Je n'ai pas encore eu l'occasion, et je le regrette, j'espère que j'aurai vite le temps de le faire, de pénétrer l'ensemble de son œuvre, puis après de la reprendre et de la digérer. Mais voilà, j'ai eu quelques fulgurances avec Le Premier Homme notamment, qui est un livre qui m'a littéralement cisaillé, qui m'a fait penser par bien des aspects à celui de Jean Brune, et qui m'a donné un autre point de vue sur Albert Camus, et qui surtout, et j'en arrive à notre sujet du jour, m'a donné un autre point de vue sur les Français d'Algérie, loin de ce que j'avais pu imaginer, nourrir, moi étant gamin ou adolescent, oubliant parfois, puisque ma famille, c'était plutôt un engagement militaire en Algérie, je n'ai pas de famille implantée en Algérie, j'envisageais ce conflit, cet épisode, déjà sur la période 54-62 et non pas 1830-1962, et sous une perspective militaire versus FLN, et j'oubliais bien souvent toute la partie immense, qui est le cœur finalement, qui est la raison de tout, à savoir les Français d'Algérie, et pas que, évidemment, leurs frères musulmans également. Voilà, donc grâce à Albert Camus, je me suis enfin intéressé à ce qu'étaient des pieds noirs dans leur réalité, et ça a germé. Je pense que ça a un petit peu, que ça m'a nourri pendant quelques années, jusqu'à ce que se profile le 50e anniversaire des accords d'Évian et de l'indépendance de l'Algérie. Et là, c'est assez simple. J'ai simplement voulu, pour ce 50e anniversaire, placer un mot
différent de ce que je craignais entendre à foison au cours de ce cinquantenaire. Donc j'ai voulu parler des souffrances des Français d'Algérie et des musulmans fidèles à la France. J'ai voulu en parler à l'occasion de ce 50e anniversaire. J'arrive à notre sujet, rassurez-vous. Le 5 juillet 62, c'était aussi pour moi de faire un travail d'enquête. Pourquoi? Là aussi, je vais m'expliquer, je vais aussi tordre le cou à un certain nombre de clichés qui m'encombraient. Quand j'étais enfant, j'en entendais souvent parler du 5 juillet 62, ça faisait partie de ces épisodes, comme la rue d'Isly, comme tant d'autres épisodes, qui justifiaient pleinement l'engagement de mon grand-père, puisque c'est lui que je parle, André Zeller, en avril 61, à Alger. Et moi, une fois plus, gamin adolescent, je me disais que c'était évidemment exagéré. J'entendais parler de milliers de morts, de Saint-Barthélemy des Pieds Noirs, de massacres épouvantables, de détails scabreux, de disparitions, de kidnappings. Et je me disais en mon fort intérieur, mais ils en font trop. Certes, ils ont souffert, ils ont beaucoup souffert, c'est une évidence, mais à force de trop vouloir victimiser leur cause, ils finissent par être décrédibilisés et le message ne passe plus. Et donc je me suis dit, essayons de voir ce qui s'est vraiment passé ce jour-là à Oran, le 5 juillet 62. Et autant vous le dire tout de suite, j'étais saisi de voir que la réalité était entièrement conforme à ce que j'avais entendu et qu'elle la dépassait parfois. Voilà. J'en ai terminé pour cette longue introduction, mais voilà, je voulais un petit peu vous préciser ce contexte, à la fois un itinéraire personnel et l'influence d'Albert Camus sur cette question. Alors, le dernier point en guise d'introduction, ce qui me semble absolument essentiel et intéressant sur le massacre du 5 juillet, c'est qu'il condense un certain nombre de problèmes, de réalités, de problématiques liées à la présence française en Algérie. C'est un concentré en une journée et en un seul lieu d'une foule de gestes, de comportements, de problématiques, de relations entre les hommes, de violence, de gestes de solidarité qui vont parcourir l'ensemble de l'histoire de la présence française en Algérie et surtout la phase, j'allais dire, celle du XXe siècle, en tout cas de l'après-guerre. Voilà, donc à ce titre, j'ai trouvé que c'était très intéressant également à titre historique. Alors un mot, et on va revenir à Albert Camus sur Oran. Là aussi, je reviens à cet appel à l'indulgence, puisque je vais vous parler d'une ville que je ne connais pas, mais que j'ai pu connaître, notamment grâce à Albert Camus. C'est par lui, finalement, que je me suis familiarisé avec la géographie de ces lieux que j'espère découvrir un jour. Et c'est essentiellement dans l'été que l'on peut trouver ça, dans ce passage dans le Minotaure, dans la halte d'Oran, qu'il décrit cette ville. Et là aussi, on découvre un personnage intéressant qui ne va pas non plus tomber dans une mythification excessive. Alors il décrit évidemment la beauté sublime des lieux de ce site que vous connaissez, j'imagine, tous ou presque, par quelques descriptions qui sont bien lues et qui sont superbes. Il dit par exemple: tous les matins d'été ont l'air d'être les premiers du monde et tous les crépuscules semblent être les derniers, agonie solennelle annoncée au coucher du soleil par une lumière qui fonce toutes les teintes. Donc une vision vraiment superbe de cette ville, majestueuse, et en même temps on sent, et c'est un écrit qui est ancien puisque c'est extrait de l'été, il pressent, j'allais dire, une capacité dramatique à ce théâtre. Alors évidemment je reconstruis en fonction de ce qu'on a su après, mais je trouve que c'est assez saisissant. Voilà, donc il décrit cette ville qu'il aime, hein, manifestement, lui l'Algérois, et en même temps il ne fait pas non plus de concessions, il la décrit aussi parfois dans son âpreté. Les rues sont vouées à la poussière, aux cailloux et à la chaleur, s'il pleut c'est le déluge et une mer debout. Il décrit aussi l'environnement humain, pluie ou soleil, les boutiques ont le même air extravagant et absurde. Alors ça ne plaira peut-être pas aux Oranais présents ici. Tout le mauvais goût de l'Europe et de l'Ouest s'y est donné rendez-vous. Ce sont les propos d'Albert Camus, hein. Je ne les fais pas miens, mais en tout cas voilà, il m'a aidé à mieux cerner cette ville atypique, cette ville passionnante, 5e ville de France en démographie à l'époque, après Paris, Lyon, Marseille et Alger. Une ville dont j'ai pu découvrir l'extraordinaire mosaïque humaine, évidemment métropolitaine j'allais dire, mais espagnole, juive, et comment ne pas l'oublier évidemment, arabo-berbère. Ne pas oublier ça également quand on nous dit Oran était la plus française des villes d'Algérie, sous-entendu c'était peut-être un ghetto d'Européens qui avaient pratiqué une espèce d'apartheid, c'est faux. Rappelons-le, les études démographiques le montrent, en 62, c'est une ville composée à peu près de 200 000 Européens et de 200 000 arabo-berbères. Là aussi, je voudrais rappeler, je pense que c'est une des principales avancées, même si elle est méconnue, de l'historiographie, en tout cas
des études sur ce qu'a été la présence française en Algérie, je voudrais rappeler le fabuleux documentaire de Jean-Pierre Liédot, Histoire à ne pas dire, et notamment cette dernière partie consacrée à Oran, où il interviewe ces anciens. Il les interviewe il y a quelques années, hein. Il a pu aller à Oran parce qu'il avait peut-être un accès plus simple que d'autres. Et tous ces gens décrivent une ville qui n'est pas cloisonnée. Ils décrivent des marchés où les gens cohabitent. Il raconte que les gours et les musulmans eh bien, peuvent allaiter mutuellement leurs enfants, que cela arrive évidemment. Il ne décrit pas du tout cette ville cloisonnée que certains ont voulu présenter après la guerre. Donc voilà, un cadre passionnant, un cadre qui est une véritable pépinière de talents. Vous les connaissez, notamment dans le domaine de la musique, du 7e art, Yves Saint-Laurent, Nicole Garcia, Étienne Dao, Robert Ménard, Jean Benguigui, enfin j'en passe, il y en a beaucoup. Mais j'ai découvert aussi une extraordinaire pépinière oranaise. Voilà. Alors ça c'était pour présenter le cadre. Quelques mots maintenant sur l'enchaînement des événements. Pour beaucoup, vous les connaissez, hein, vous les connaissez très bien, mais on va quand même les rappeler puisqu'il ne faut pas les oublier. Il y a encore du travail à faire pour faire connaître tout ça autour de nous. La première chose qui m'a là aussi étonné, c'est de découvrir à quel point Oran était une ville en paix, avec de gros guillemets, mais était une ville en paix jusqu'en 1960 à peu près. Et même l'Oranie dans son ensemble était plutôt pacifiée, avec quand même quelques situations difficiles dans le sud de la Wilaya, notamment du côté de Saïda. Mais à Oran, pas grand-chose, et la plupart des Français d'Algérie, de Josette Ortega et de ses enfants, elle était gardienne du stade de Mercel Kébir, si je ne dis pas de bêtises. Pardon ? Mercel Kébir, je crois, mais je me trompe peut-être. Et donc effectivement, je passerai cette fois-ci sur les détails. Donc les 2 enfants assassinés sauvagement ainsi que la maman. Bouffée d'horreur dans la communauté française, mais aussi dans la communauté européenne, mais aussi dans la communauté musulmane. Et ça, c'est un des derniers très beaux gestes, des très beaux signes que je peux voir et qui dit ce qu'a été l'Algérie à cette époque. C'est que malgré tout, beaucoup de musulmans vont sortir des quartiers, malgré les consignes du FLN, les menaces, surtout ceux qui allaient enfreindre les consignes du FLN, et se rendent aux obsèques de Josette Ortega et de ses enfants. C'est un des derniers épisodes où on voit les foules se côtoyer. Voilà, 19 mars 62, c'est la fin avec les accords d'Évian, la guerre des Trois, c'est fini. Maintenant, c'est très simple, il y a une alliance objective FLN, force de l'ordre, contre l'OS, c'est aussi simple que ça. Donc on revient à un affrontement 1 contre 1 classique. Je n'entre pas dans les détails. Violence extrême, c'est l'époque des automitrailleuses françaises qui roulent dans les rues d'Oran et qui tirent à la doucette sur tout ce qui bouge. C'est l'époque où les Européens d'Oran, les Français d'Algérie se cachent dans les baignoires, qui sont les derniers refuges à peu près sûrs, pour éviter d'être perforés par les projectiles des 12-7. Voilà, mais finalement, les violences se poursuivent puis finissent par s'atténuer. On hésite, est-ce qu'on va faire un réduit européen en Oranie? Finalement, on renonce, l'OS quitte Oran fin juin, et subitement la violence cesse, ou à peu près, puisque le FLN continue à être actif, et la violence cesse, à tel point que certains, et on en arrive vraiment à cette journée du 5 juillet, que certains se demandent presque, et je puis lire, hein, en tout cas dans les témoignages, si ils ne vont pas peut-être rester à Oran finalement. De Gaulle les a tellement trahis, la France, enfin la métropole les a tellement trahis, ont-ils le sentiment, qu'à tout prendre, pourquoi ne pas tenter un avenir à Oran? Autant vous dire que pour ceux chez qui ce sentiment aurait pu germer, ce sera un sentiment d'une durée assez brève. Vous savez, il y a un comité de réconciliation qui se met en place, qui ne débouchera pas sur grand-chose. Mais voilà, pendant quelques jours, 4-5 jours, on se prend à espérer. On vote le 1er juillet, le 3 juillet c'est le résultat du référendum, le oui à l'indépendance est adopté. Le GPRA choisit le 5 juillet pour fêter officiellement cette indépendance. C'est pas un hasard, 5 juillet fait écho au 5 juillet 1830 et à la prise d'Alger. Et ce jour-là, ce que je peux lire, c'est que les Français, les Européens d'Oran, au petit matin, constatent une ambiance qui ne semble pas violente spécialement, plutôt festive, ces foules musulmanes qui descendent des quartiers musulmans ou des campagnes, des gamins, des femmes en costumes traditionnels, des you-you, etc. Mais ils ne ressentent pas vraiment d'hostilité. En tout cas, c'est vraiment un sentiment que j'ai pu lire ou entendre, que j'ai constaté. Les Français ne se sentent pas à deux doigts
du massacre. C'est plutôt bon enfant, j'allais dire, aux premières heures de cette matinée du 5 juillet 1962. Que se passe-t-il après? C'est l'enchaînement de la violence, l'enchaînement des événements. Et là, évidemment, je ne peux que rendre à César ce qui est à César et dire à quel point les travaux de Jean Monneret m'ont aidé à reconstituer cette période. C'est évidemment essentiel. Ce livre est précurseur. Après, on peut y ajouter d'autres éléments qu'on trouve de droite et de gauche, mais ce récit a été parfaitement fait par Jean Monneret. Quelques coups de feu, clac, on ne sait pas très bien où. On raconte beaucoup de choses à ce sujet-là, on parle de scouts musulmans qui sont tués à cette occasion. Premier cri dans la foule, c'est de dire c'est l'OS, c'est une théorie qui ne tient pas la route puisque l'OS est parti. Et en admettant qu'il reste quelques desperados, j'allais dire, sur place, il faut savoir que même les autorités FLN, quelques jours plus tard, quand on a essayé vaguement d'enquêter, sans succès, sur ce qui s'était passé, les autorités FLN ne retiendront même pas cette hypothèse et ne chercheront pas à accabler l'OAS. La suite des événements, là aussi, je pense que vous la connaissez, c'est-à-dire qu'il a suffi de ces quelques coups de feu vers 11h15 pour que se déclenche une véritable chasse à l'homme dans les rues d'Oran. Et voilà, je vous parlais de cette expression de Saint-Barthélemy des Pieds Noirs que j'entendais petit et qui me semblait exagérée. J'ai pu constater à quel point c'était juste. Il suffit là aussi de relire le recueil de documents réalisé par Geneviève de Ternant dans les 3 tomes de l'agonie d'Oran, qui est un document absolument essentiel pour nourrir l'histoire du 5 juillet, qui mérite encore d'être perfectionné. Il reste encore des choses à développer. Voilà. Que se passe-t-il? Donc lynchage et assassinat sauvage dans la rue. Beaucoup d'exemples sont donnés. On trouve des dizaines de cadavres d'Européens sur le front de mer, devant le lycée, etc. À d'autres endroits. Donc des exécutions sommaires et des regroupements. Je vais y venir au regroupement, bien sûr. Alors, qui procède à cette chasse à l'homme? C'est un peu la question aussi des responsabilités dans cette journée. Je pense qu'on y reviendra dans notre échange ensuite. Il y a une foule, évidemment, une foule hystérique, j'allais dire une foule peut-être qui d'un seul coup bascule dans une excitation épuratrice, comme on a pu le constater ailleurs et ici. Mais c'est pas tout. Alors évidemment, on a des descriptions de femmes hystériques. J'avoue que, désolé, mais j'insiste sur ce caractère qui m'a frappé. On trouve beaucoup de témoignages sur l'hystérie féminine, l'hystérie assassine, que l'on va trouver dans beaucoup d'endroits de la ville. C'est assez impressionnant. Donc il y a cet aspect-là. Il y a des gens en civil, mais qui sont venus armés, qui dissimulent sous leur gandoura ou sous leur djellaba soit des pistolets automatiques, soit des pistolets mitrailleurs, soit des armes blanches, beaucoup d'armes blanches. Et il y a des hommes en uniforme. Uniforme de l'ALN, uniforme de ce qu'on appelait les ATO, les auxiliaires temporaires occasionnels, qui étaient des forces temporaires. Donc c'est compliqué, tout le monde agit, on ne sait pas qui est leader dans ce mouvement. Après voilà, les indices nous permettent de faire des hypothèses, on y reviendra tout à l'heure, mais pour moi les choses ne sont pas forcément évidentes. En tout cas, il y a quelque chose qui est très bien organisé, c'est le regroupement des malheureux qui sont pourchassés, qui sont raflés, n'hésitons pas à employer ce mot, qui sont raflés dans la rue, dans les restaurants, dans les commerces ou dans les immeubles qui sont investis par des colonnes de nervis. Les gens sont regroupés dans des camions, c'est bien organisé, escortés par des gens en armes. Je pense au témoignage de quelqu'un qu'on connaît bien sur la question du 5 juillet, qui est Viviane Ezaguri, qui raconte qu'elle a failli être montée dans un camion, qu'il y a vraiment un système d'aiguillage qui est assez bien fait, qu'au dernier moment, alors qu'une femme, justement, voulait sa peau, elle a pu échapper à cette violence. Les gens sont regroupés dans ces camions, emmenés vers des centres d'exécution de masse, et s'il ne faut en citer qu'un, vous le connaissez, hélas, c'est le Petit Lac, où des scènes d'épouvante se déroulent. Je vais parler des scènes d'épouvante tout à l'heure, je ne vais peut-être pas non plus recommencer. Là aussi, je me permets de vous renvoyer au livre de Jean Monneret, à ce témoignage extraordinaire, exceptionnel qu'il a pu trouver dans les archives de la Croix-Rouge. Il y en a eu d'autres, et il y en a eu d'autres depuis. Et là aussi, je me permets de vous renvoyer à nouveau à ce documentaire de Jean-Pierre Liédo, où on a des responsables du FLN de l'époque, ou des Oranais, algériens. Certains disent qu'on a commis un génocide ce jour-là. Un ancien responsable du FLN dit « Je ne peux pas en parler, ça serait porter honneur au mouvement du FLN, je me tais ». Sous-entendu, ce qui s'est passé est ignoble. Et ça a été le cas, c'est ignoble. Ce sont des dizaines, voire des centaines de personnes qui sont exécutées sur place dans des conditions barbares.
même les hommes en uniforme et en armes qui devaient les exécuter sont dépassés par la foule qui vient et qui procède au meurtre. Autant vous dire que tous ces gens, tous ces malheureux, on ne les a jamais retrouvés, ou presque. Il y a eu un moment peu importe, il y a peut-être eu une trentaine de personnes qu'on a retrouvées en 65, mais les choses ne sont pas claires. Voilà, c'est évidemment un élément essentiel que cette disparition, que ces enlèvements de masse et cet escamotage des morts et des enlevés. Et là, évidemment, sur cette question des enlèvements, je vous renvoie au livre de Jean-Jacques Jordi, qui me disait l'autre jour qu'il avait encore beaucoup de nouveaux documents pour développer encore ce qu'il avait écrit. Donc, on espère qu'il va commettre un autre livre. Voilà. Vous allez me dire qu'il manque quand même quelque chose d'essentiel dans ce récit. Évidemment, c'est le cœur, c'est ce qui fait la singularité de ce massacre. Ce massacre qui, on parlera peut-être des bilans aussi, là aussi c'est une question controversée, mais le bilan, quand on fait converger plusieurs sources, on oscille sur une moyenne d'environ 700 personnes tuées ou disparues ce jour-là au total, ce qui est épouvantable, ce qui fait du 5 juillet 62 la journée la plus sanglante de tout le conflit algérien. Alors je sais qu'on ne peut plus dire la guerre d'Algérie parce qu'elle s'est arrêtée, paraît-il, le 19 mars 62, mais si on regarde les choses lucidement, c'est la journée la plus sanglante de tout le conflit, et vraiment qu'il s'agisse des morts des deux côtés, rien n'a atteint le niveau de barbarie du 5 juillet, et j'allais dire la mortalité de cette journée. Voilà, il ne faut pas oublier non plus cela. Alors, ça c'est une première spécificité, celle dont je voulais vraiment vous parler, c'est évidemment le comportement des autorités françaises. Parce que tout est là en fait. À l'époque, il faut savoir, donc, et vous le savez, que c'est le général Katz qui dirige le corps d'armée d'Oran. Il a remplacé le général Ginesté qui a été assassiné à la morgue de l'hôpital par un jeune activiste. Et Katz, manifestement, n'a aucunement l'intention de venir au secours des gens pourchassés. On dit qu'il y a à ce moment-là 18 000 hommes français présents dans les casernes, et ils reçoivent une directive parfaitement claire leur demandant de rester consignés jusqu'à nouvel ordre. Cette directive, c'est le général Fèvre qui l'a retrouvée et qui le cite dans ses ouvrages qui sont aussi essentiels. Il y a quelque chose qui est absolument scandaleux dans cette décision, au-delà de son caractère totalement inhumain, du fait que le simple fait de porter assistance à des populations en danger semble quand même relever du bon sens et de l'humanité, c'est que Katz ne peut même pas s'appuyer sur des ordres. Il ne peut pas dire j'ai été sur un pays désormais souverain, le maintien de l'ordre revêt des autorités algériennes, c'est ce qu'avait dit le général de Gaulle au cours d'un conseil des ministres quelque temps avant. Pourquoi il ne peut pas dire ça? Eh bien parce que son supérieur direct, pour moi c'est quelque chose de très important, le général Fourquet, pourtant compagnon de la Libération et gaulliste pontin, avait outrepassé les directives qui étaient données par l'Élysée à l'époque, qui disaient nous n'interviendrons pas en cas de problème. Le général Fourquet avait mis au point un plan pour venir en aide aux populations européennes qui seraient menacées. Je n'ai plus les noms en tête, je crois que ce sont des noms d'oiseaux. Je crois qu'il y avait le plan épervier, goéland, bouvreuil, quelque chose comme ça, en fonction de 3 niveaux de menace, pour immédiatement que les soldats français viennent au secours des populations et les mettent à l'abri, voire les évacuent. Elles sont très claires, ces directives, elles sont adressées au général Katz, et le général Katz n'en tiendra pas compte. Si vous voulez retrouver ces directives et leurs détails, là aussi je vous renvoie au livre du général Fèvre. Et donc pendant 5 heures à peu près, se déroule cette chasse à l'homme, ce massacre, ces rafles, cet acheminement des personnes menacées vers les centres d'exécution. Personne ne bouge dans les casernes. Personne ne bouge, ou presque, et je voudrais, s'il me reste un tout petit peu de temps, pardonnez-moi, rendre hommage à ce qu'on pourrait appeler les justes de cette journée. Ce sont des noms que vous connaissez sans doute. Je pense au lieutenant Rabat Khelif, qui décide de s'affranchir de la consigne. C'est un officier musulman. Ce n'est pas un harki, hein, il sert dans des unités classiques, j'allais dire. Et il décide de sortir pour venir en aide aux personnes qui sont pourchassées. Il prend cette jeep et il va intervenir personnellement. Il va d'ailleurs être molesté à cette occasion pour sécuriser un certain nombre de personnes qui étaient à 2 doigts de se faire lyncher. On parle un petit peu moins de lui, mais je voudrais citer, parce qu'il y a des choses très belles sur lui, c'est le capitaine Krogeneck, qui lui aussi va sortir de sa caserne pour aller se porter au secours des populations menacées au commissariat central d'Oran. Lui, il va sortir avec 2 de ses adjoints.
Et c'est là où quand même je tire mon chapeau parfois par rapport au panache de certains. Ils décident de sortir sans armes pour ne pas irriter les hommes, comment dire, les foules de lyncheurs, ce qui est quand même assez courageux. Alors ça, ce sont des actes d'héroïsme. Je voudrais aussi mentionner des gens qui n'ont pas forcément démérité à ce moment-là. Le consul Jean Hermy, qui venait d'être nommé consul de France à Oran, à titre temporaire, et l'ambassadeur Jeannet. Ce sont des personnalités dont on ne parle pas beaucoup. Jean de Jeannet était le premier ambassadeur de France en Algérie. J'ai retrouvé leurs archives au Centre d'histoire de Sciences Po. Ce sont des archives qui sont quand même assez révélatrices. On voit tous ces deux hommes qui en permanence font remonter des informations à Paris. Paris n'en a cure, et pourtant ils leur signalent les enlèvements, ils demandent des comptes aux autorités algériennes, ils n'en ont pas. Mais on voit vraiment un réel effort pour essayer de faire la lumière et de préserver ce qui peut l'être. Et c'est tuant parce qu'on voit des retours de Paris qui à l'époque disent « bon écoutez, oui faites le maximum », mais si parallèlement le FLN demande des rallonges de monnaie pour financer son administration, etc., on voit la France qui continue à allonger des subventions sans jamais la mettre en balance par rapport à d'autres choses. Voilà. Il y a un point, puisque quand même il faut rattacher ce récit à la personnalité d'Albert Camus quand on parle des justes. Ça c'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversé en découvrant ce sujet. C'est de voir le nombre de gens qui, par leur témoignage, vous expliquent que s'ils ont eu la vie sauve ce jour-là, ou si leurs fiancés, si leurs maris, si leurs petits copains n'ont pas été tués ce jour-là, c'est grâce à des musulmans qui sont venus les voir la veille, au petit matin, quelques heures avant, pour lui dire « demain tu restes chez toi, demain tu bouges pas, demain tu fermes ta boutique, demain tu vas pas dans le centre-ville ». Il y a un nombre de témoignages incalculables qui témoignent de ça. C'est qui? C'est le copain du lycée, c'est le camarade avec qui on joue au foot au stade à côté, c'est le client de son père, c'est son propre client, c'est le pompiste. C'est en permanence, on retrouve ça. Et ça montre quoi derrière? C'est que derrière cette espèce de déchaînement de violence, cette solidarité, quoi qu'on dise, elle reste là. Alors, elle n'est pas parfaite, évidemment, on sait qui tenait le couteau et qui tenait le pistolet mitrailleur ce jour-là, mais il ne faut pas les oublier. Pour moi, c'est quelque chose de très beau et qui me fait justement éminemment penser à Camus, éminemment penser à ce qu'il raconte dans le Premier Homme, quand il raconte son enfance, avec justement ces gamins au Racing Club universitaire, enfin club universitaire, au RUA, pardon, d'Alger. On voit cette solidarité. Je ne dis pas que les foules sont totalement imbriquées et vivent de façon fusionnée, mais il y a une solidarité de proximité qui va jouer pleinement à Oran ce jour-là et qui permettra peut-être, sûrement même, que le bilan ne soit encore plus lourd. Je vous promets que j'ai bientôt terminé, simplement pour dire que l'exode est inévitable. Ceux qui avaient pu se dire est-ce qu'on va rester ne se posent plus la question. La Sénia est engorgée dès le lendemain matin. Inutile de vous parler du port avec des scènes absolument terribles et l'État, une fois de plus, qui réchigne à envoyer des moyens forts pour évacuer rapidement les personnes, malgré les demandes du consul notamment. On réchigne au bout d'un certain temps, on consent à envoyer le vieux porte-avions Lafayette, mais qui arrive bien tard. Voilà, on monte sur tout ce qui flotte, les Algériens prennent tout ce qui traîne dans la rue, les voitures sont immédiatement confisquées, les appartements sont investis, et on voit les autorités, nouvelles autorités, qui essaient de montrer qu'ils sont devenus les nouveaux hommes forts, notamment le clan Ben Bella Boumedienne, on en reparlera sûrement tout à l'heure. Je ne peux pas entrer dans les détails, je voudrais simplement, puisqu'on parle d'Albert Camus, j'ai retrouvé quelque chose que j'ai trouvé émouvant. Alors c'est pas Albert Camus qui parle, mais je voulais vous citer cet extrait de la déclaration de Francine Camus au procès du général Joureau, qui a eu lieu 3 mois avant le massacre d'Oran. Donc en termes de chronologie, attention à ne pas trop faire parler les choses, mais elle est d'Oran, elle. Et c'est pour ça que je trouve que son témoignage est très intéressant. Voilà ce que dit la femme de Camus. « Je suis née française en Algérie, je croyais que je mourrais française en Algérie, et je peux dire que mon désir le plus profond, toujours, a été que toutes les communautés d'Algérie jouissent, comme moi, de ce qui me paraissait vraiment comme un privilège. Non pas comme un privilège matériel, je n'ai jamais rien possédé sur le sol algérien, mais comme un privilège spirituel. Et depuis le référendum de l'an dernier, où j'ai compris que la France accepterait que l'Algérie se sépare de la France, oui c'est ça, je me sens divisée, à moitié algérienne, à moitié française, et au vrai, je me sens comme dépossédée de ces deux pays dont je ne reconnais pas le visage, ni de l'un ni de l'autre, parce que je n'ai jamais pu les imaginer séparés. » Et ça, ces anciens Oranais qui me disent « je ne suis plus de là-bas, je ne suis plus vraiment d'ici, je suis de la Méditerranée », c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. J'ai
vraiment fini, simplement, ça vous avez dû évidemment le noter. L'après, j'allais dire aujourd'hui, le 5 juillet aujourd'hui, à mon sens, il y a eu quelques frémissements l'année dernière, au moment du cinquantenaire. Peut-être marginaux, mais quand on fait une revue de presse exhaustive de tout ce qui a été écrit à l'époque, il y a quand même eu des choses, et je pourrais vous les citer si vous le souhaitez. Donc tout n'a pas été occulté. Ceci dit, on a vraiment l'impression que depuis mai 2012, certains ont eu à cœur d'enfoncer encore quelques clous du cercueil. Je pense évidemment à la reconnaissance officielle de la date du 19 mars. On voit à quel point on peut difficilement considérer que c'est la fin des violences. Je pense évidemment au voyage présidentiel à Alger, au dépôt d'une gerbe devant le monument des martyrs et la minute de silence. Je pense au président Bouteflika qui actuellement est hospitalisé au Val-de-Grâce à Paris, là même où des mutilés d'Algérie ont été soignés. Alors je terminerai simplement avec une note qui m'a beaucoup touché, puisque à force de m'être consacré à ce sujet-là, ça s'est fait tout discrètement, peut-être en avez-vous entendu parler, sûrement même. C'est ce dépôt d'une petite plaque très simple dans le cimetière de Tamachouette à Oran, à nos chers disparus sans sépulture, signé le comité de sauvegarde pour les cimetières de Rany. Alors il n'y a pas de date, il n'y a pas de lieu, il faut rester discret, mais voilà, aujourd'hui, dans ce cimetière au cœur d'Oran, il y a enfin une petite plaque à la mémoire de tous les morts et de tous les disparus du 5 juillet. C'est très humble, mais pour moi c'est quelque chose de très beau, et voilà, qui indique en tout cas qu'il ne faut pas oublier cette histoire, il faut continuer à la porter. Voilà, et maintenant je crois que je vais être confronté à celui dans sa qui j'ai pu nommer celui. Voilà. Donc, merci à tous. On va passer à un petit temps d'échange avec la salle. Guillaume, si vous voulez vous mettre là. Voilà. Alors, j'aimerais qu'au niveau de la technique, on me permette d'allumer la salle pour qu'on puisse voir tout le monde. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, M. Zeller, de votre intervention. Je crois que ça a été très apprécié. Et donc, maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse faire un échange de questions, de remarques. Hein, surtout, intervenez, prenez la parole. Je vais peut-être engager une question qui me tient à cœur. Une remarque d'abord et une question qui me tient à cœur. J'ai eu le privilège de connaître un ancien de l'OAS, Guy Bugente. Et Guy Bugente m'a raconté une anecdote. C'est comment dire, la communauté juive a été exfiltrée en quelque sorte d'Oran. Moi, ce que je retiens des différentes lectures que j'ai eues, en gros, c'est qu'il y a une compétition entre l'EMG Oujda, Ben Bella, Boumedienne, et le GPRA qui va arriver d'ailleurs le 5 juillet à Oran, et qui a une course-poursuite entre les deux pour prendre le pouvoir. Et qu'en fait, les autorités gaullistes, sous les ordres du général de Gaulle, vont donner la priorité à l'EMG Oujda. Alors, voilà, je lance... Voilà, des accords. Je vous laisse, M. Monoré. Ça s'exprime. Je reviens maintenant, s'il vous plaît, évitez de nous mettre des projecteurs dans les yeux. On ne voit pas les gens. On ne voit pas, pour le moment, il ne veut pas les projecteurs. Non, mais je
laisser simplement. Non, évitez s'il vous plaît, parce qu'on voit plus les gens qui sont devant nous, ça n'a pas de sens. Voilà. Non, non, mais je ne voudrais pas commencer par cela. Moi, je souhaiterais que nos compatriotes qui sont dans la salle, les oranaires particuliers, s'expriment. Nous venons d'avoir un exposé tout à fait intéressant, remarquable. Je pense qu'il faudrait commencer par donner la parole à la salle. Mais je reviendrai, si vous voulez, sur cette histoire de compétition entre l'EMG et le GPRA, qui, à mon avis, enfin, c'est quelque chose qui mérite. Je ne dis pas que ça n'a pas existé, je dis que ça ne s'est pas passé comme on le dit trop souvent. Oui, Ange Caramante, je suis oranais. Le 5 juillet 1962, j'étais en cellule à Lure, près de Belfort. Pourquoi? Parce que comme 2500 jeunes d'Oran et 3000 jeunes d'Alger, j'ai été capturé dans la rue et j'ai fait partie de ce qu'on a appelé le plan Simoun, que tout le monde ignore. On a parlé des rivalités des chefs FLN il y a un instant. Ces chefs FLN ont demandé probablement à l'État français, et notamment à Vitalis Gross, préfet d'Alger, et Christian Fouché donc également, a demandé donc une ordonnance gouvernementale au mois de mai 1962 qui a permis une incorporation anticipée des jeunes de 19 ans à 25 ans qui n'avaient pas effectué leur service militaire ou qui étaient sursitaires, ce qui était mon cas. Cela a permis, en capturant tous ces jeunes, en les envoyant en métropole et en Allemagne dans des avions spéciaux, de laisser entrer les katibas du FLN. Je ne sais pas si le 5 juillet dont nous parlons se serait passé de la même façon si les 2500 jeunes que nous étions étaient restés au rang. Voilà ce que je voulais dire. Personne ne parle du plan Simoun. Nous avons été 5 à 6 000 pieds noirs à être arrachés à notre terre et à être envoyés sous prétexte d'effectuer un service militaire en métropole. Voilà, je vous remercie. Pardon, attendez. Merci pour ce témoignage. Pardon, madame, vous m'avez demandé. Pardon. Vous voulez continuer sur le témoignage? Ah, pardon. Alors, je voulais vous dire, oui. Je vais dire ça, c'est vite fait. Je voulais dire que le 5 juillet, j'étais à Sainte-Eugène et je suis montée à la terrasse. Mon mari était parti en ville. Pardon? Mon mari était descendu à 9h en ville pour rejoindre le tribunal où il était magistrat à l'époque. Et à 9h30, je monte sur la terrasse et j'entends la 12-7. Et je connaissais le bruit de la 12-7. Je suis redescendue, il était 9h30. Donc les premiers coups de feu, c'était la 12-7. Je l'ai entendu. Je suis descendue en vitesse. Chez moi, j'ai pris l'Europe numéro 1 et qui disait un massacre à la poste. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais donc, tout de suite, ils ont eu des armes. Tout de suite. Mon mari venait de descendre. Et ça a commencé aussitôt avec des armes, non pas d'un coup de feu. Merci, madame. Est-ce que vous pouvez préciser, madame, parce que tout le monde ne connaît pas Oran forcément dans la salle, pouvez-vous préciser où se trouve Sainte-Eugène? Sainte-Eugène, c'est un quartier d'Oran au sud de la nouvelle préfecture qui venait de s'effectuer. Ça surplombe légèrement Oran. C'est un peu sur une butte. Mais c'était Oran. C'est ça, bien sûr. Voilà, c'était. Attendez, oui, bonjour, Jean-Pierre Penalba,
à Giroa de Babeloed. Je voulais simplement préciser au niveau du plan Simoun qu'effectivement on ne parle pas de ce plan Simoun. J'en ai fait partie et nous étions un certain nombre à nous trouver le 8 juin, devant la mairie d'Alger à 6h du matin. On nous avait convoqués pour partir au plan Simoun. Préalablement, nous avions été pris dans une rafle parce qu'on arrêtait les gens dans la rue n'importe comment. On nous a laissé 48 heures pour rentrer à la maison et pour partir. Donc, on nous a emmenés, nous sommes arrivés à 6h du matin à la mairie d'Alger. On nous a amenés au camp du Lido. Au camp du Lido, nous avons été, dans la journée même, transférés sur Paris, alors qu'il n'y avait pas d'avion pour emmener les personnes. Nous avons été transférés sur Paris. Nous sommes arrivés au Bourget, entre deux rangées de CRS. Nous sommes passés, donc nous étions 55 environ dans l'avion, nous sommes passés devant des officiers qui, en fonction de notre curriculum, enfin de ce que nous avions fait, nous envoyaient ou dans l'armée de l'air ou dans l'armée de terre, enfin d'abord dans l'armée de terre ou dans l'armée et 5 dans l'armée de l'air et 5 dans l'armée de terre. Et ceux qui partaient dans l'armée de terre étaient déguisés directement, immédiatement au fond du hangar, au Bourget, en militaire. Voilà, bon, je ne sais pas, mais le plan Simoun a été très important parce que nous laissions nos parents, nous ne savions pas où nous allions, et j'ai retrouvé l'année dernière un ami d'enfance qui est venu à la maison, qui est parti du plan Simoun, et qui n'a retrouvé ses parents que 18 ans après. N'oublions pas que l'Algérie était à ce moment-là complètement désorganisée. Nous ne savions pas où nous allions, et nous ne savions pas où nos familles iraient. C'est tout ce que j'avais à dire. Oui, je voudrais très brièvement préciser concernant le plan Simoun. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est quelque chose, c'est une manœuvre gouvernementale qui a été très importante, effectivement. Et non seulement par la quantité de personnes concernées, mais aussi sur le plan qualitatif, car il est vrai que ça a changé dans une certaine mesure la situation sur place. Je dois dire cependant qu'un article a été écrit et par une jeune doctorante qui s'appelle Soraya Laribi, et que cet article, que d'ailleurs pour laquelle je l'ai conseillé, mais elle n'a pas écouté tous mes conseils malheureusement, cet article a été publié dans la revue historique des armées. Voyez-vous? Donc, évidemment, la revue historique des armées, c'est un petit peu confidentiel, malheureusement, mais, si vous voulez, la chose n'est pas complètement inconnue des spécialistes, hein, puisque, à l'origine, c'est le professeur Frémaux qui avait même suggéré cet article, cette étude, à la jeune femme en question. Oui. Moi, je voulais intervenir en tant que rescapé du 5 juillet à Oran. Moi, j'ai été enlevé le 5 juillet à Oran à la Grande Poste. Et sur le coup de 11h15, on était à la cantine. Et avec tous mes collègues, et il y avait même le directeur de l'époque, M. Jourde, que j'ai retrouvé bien longtemps après. J'ai retrouvé bien longtemps après la veuve qui était à Albigeoise. J'ai mal compris, là. Vous parliez de M. Jourde, vous l'avez retrouvé? Non, je ne l'ai pas retrouvé à lui, j'ai retrouvé son épouse. Ah, d'accord. Et sa veuve. Non, mais pas ça. Oui, c'est vrai que j'ai fait. Parlez bien dans le micro parce que j'ai mal entendu. Ok. Le 5 juillet à Oran, voilà, ça s'est passé comme ça. À partir de 11h15, il y avait une foule qui était déchaînée contre les Européens. Je me souviens il y avait 3 femmes musulmanes qui m'ont interpellé quand j'allais prendre mon boulot. En fait, j'allais prendre mon service à Oran Préfecture, en bas, à la Marine, mais je mangeais à la Grande Poste, à la cantine. Et on n'a pas eu le temps d'aller plus loin. Ces trois Mauresques là m'ont dit, mais on va vous tuer à tous, on n'aurait même pas besoin d'armes, rien qu'avec des bâtons on peut vous tuer. Bon, je suis allé à la cantine, là il y a eu une rafle, et il y avait beaucoup d'Oranais qui se réfugiaient là, croyant qu'on n'allait pas nous faire de mal aux postiers. Et bien là, on a été, donc, des gens sont intervenus, la cantine a été mitraillée,
on a sorti on a mis les femmes d'un côté, les hommes, on les a sortis, on les a alignés le long de la rue Pierre Tabarot. Et là, des ordres et des contre-ordres. Il y en avait qui voulaient nous tuer sur place. Ayakul wahad wahad. Chacun le sien. Et bien sûr, la cible, les jeunes étaient encore plus ciblés. Et tout d'un coup, non, ne les tuez pas ici. Ne les tuez pas ici. Emmenez-les au petit lac. Alors là, je ne vous dis pas que... Et on est parti avec les bras en l'air, on prenait des coups de crosse tout au long du parcours. Là, on n'a pas été embarqué à bord de camion, hein. On est parti à pied. Et là, on nous a fait bifurquer sur le commissariat central. Et les propos que vous teniez, monsieur Zeller, sont tout à fait véridiques. Et là, on a... Alors, je ne sais pas, aujourd'hui, à quoi je dois ma survie, si c'est la chance que j'ai eue, et aussi le fait d'avoir un bon estomac, parce que j'ai réussi à déjouer un petit peu la vigilance des gardiens qu'on avait là, hein, et pendant plus de 4 heures au soleil. Et la seule chose qui a fait rigoler ma femme, on s'était mariés le 28 juin. Le 3 juillet, on m'avait enlevé la voiture, on m'avait volé la voiture, et le 5 juillet, on m'a enlevé. La seule chose qui a fait rigoler ma femme, c'est quand je lui ai dit que j'avais mangé ma photo de parachutiste. J'avais mangé ma photo de parachutiste que j'avais dans le portefeuille. Et voilà. Mais c'est vrai qu'après des propos, comme vous disiez, là, de gens d'Arabes qui ont sauvé les Français, c'est vrai. Ahmed Bouteiba m'a dit aussi, quand on m'a volé la voiture, il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas te faire tuer !» Voilà. Mon oncle, qui était au boulevard des Chasseurs, il a été raflé pendant la sieste. Eh bien, il y a un des Arabes qui le connaissait qui a dit « Ne le tuez pas, Dalal Jalmeh, c'est quelqu'un de bien. » Des exemples comme ça, il y en a à l'appel. Et puis après, bon, l'après 5 juillet, ça a été encore horrible. Quand je suis parti dans le bled, moi, à Fleurus et tout ça, à Sibenoba, à Siameur, on m'a arrêté, on voulait me diriger vers un bureau qui n'existait pas, pour ensuite peut-être me faire autre chose. Hein. Voilà ce que je peux dire avec toute l'émotion que je ressens encore 50 ans après. Hein. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez me préciser, si j'ai bien compris, vous vous êtes échappé en quelque sorte, vous avez trompé? Non. Au commissariat central, à partir de 4h30, on nous a laissé partir, rejoindre nos foyers. Et encore à partir de ce moment-là, d'ailleurs, M. Jourde, il est parti à cette heure-là, et on ne l'a plus revu. Et moi, j'ai encore eu la chance d'arriver à cette... On était à Sainte-Eugène. Eh bien, j'ai eu la chance d'y arriver, et le lendemain, je suis parti sur Fleurus, un petit village où on était... mon beau-père, qui était le plus grand invalide de guerre d'Afrique du Nord, connaissait bien les Arabes et tout ça, puis on était dans un village, on se connaît, il y avait moins de risques. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Jeanne-Marie Caramante, née Gutiérrez. J'habitais le quartier d'Ecmul, à Oran. J'ai failli être enlevée le 5 juillet. Le sort a été qu'ils ne m'ont pas prise. J'ai vu passer la traction avant, près de moi. À l'intérieur, il y avait des couteaux, des mitraillettes. Ils hurlaient leur you-you, des femmes échevelées. J'ai eu une chance inouïe. Maman qui m'a vue, elle était à la fenêtre, elle a poussé un cri, elle m'a appelée par mon prénom et j'ai eu le réflexe de me coller contre la palissade du terrain de Spartiate à Ekmul. Je suis passée à travers, mais je suis montée sur ma terrasse pendant le 5 juillet et j'ai vu des Européens à coups de crosse. On les mettait dans des camions. J'en ai encore des frissons. Maman et moi, nous étions seuls. Mes 2 frères avaient été rapatriés.
sur Marseille. Nous sommes réfugiés dans l'école Jean Zé à Eckmühl, où il y avait le 3/10e RIMA, où il se demandait pourquoi il ne pouvait pas sortir nous protéger. Et là, j'ai encore les cris de ces femmes violées, de ces mères qui cherchaient leurs fils, de ces pères qui avaient disparu. Ma voisine venait de se marier 2 jours avant. Elle attend encore son mari avec un chapeau de paille sur la tête. Voilà mon témoignage. Le 5 juillet au Oran. Ils m'ont gardé pendant 5 jours. J'ai dormi sur des lits de camp comme les militaires. Mon oncle qui faisait la navette entre Marseille et Oran sur un pinardier, le Pierre Le Borgne, est venu nous récupérer. Il a cherché la famille Gutiérrez dans le quartier. Nous étions sur la protection de l'armée. On nous a pris, on nous a mis sur son bateau où il était cuisinier et nous sommes arrivés à Marseille. Au large de Marseille, les CRS sont montés à bord de ce Pierre Le Borgne. Ils ont fouillé toute la cale du bateau pour retrouver des Européens s'ils étaient fichés par le FLN. Ils cherchaient encore des Européens. Et ça, je ne l'oublierai jamais, parce qu'on avait été massacrés le 5 juillet à Oran, et arrivés en France, on nous tirait encore de notre vie. On est arrivé au port de Marseille, les dockers jetaient les conteneurs dans l'eau, alors que ces pauvres pieds noirs avaient 8 mètres cubes pour mettre les derniers vestiges qu'ils pouvaient ramener un meuble, une cantine, et on est arrivé comme ça à Marseille. J'étais dans le quartier de Gaston Defferre, rapatrié. Tous les jours, nous étions fouillés, les 9G, les 9A, croyant qu'on allait lui faire plastiquer sa villa. Il avait une guérite devant sa villa. Voilà mon arrivée à Marseille. Vous croyez que je peux oublier tout ça? Non. J'ai fait des séjours psychiatriques et je suis encore soignée en psychologie, en psychiatrie, parce que je ne peux pas oublier ma vie. Et j'avais 19 ans. Voilà, c'est tout ce que j'avais à témoigner. D'autres personnes peut-être allez-y. À partir du 1er juin jusqu'au 4 juillet, j'ai eu à conduire des équipes de la Croix-Rouge, des religieuses, qui allions au service des personnes partant d'Algérie. Il y avait environ 3000 personnes dans l'aéroport, dont nous connaissions très bien le directeur. Le 5 juillet au matin, tout semblait à peu près calme. Je logeais au pensionnat Saint-Louis, qui se trouve, pour les personnes qui connaissent Oran, du côté de la cathédrale Saint-Louis, et j'enseignais à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Le 5 juillet au matin, donc, avec une équipe de religieuses enseignantes, nous sommes remontés de Saint-Louis à Jeanne d'Arc. Nous avons donc traversé la ville à 8 h du matin, à peu près calme. Vers midi, nous devions revenir sur Saint-Louis. Nous sommes descendus, arrivés à la place d'Armes. Un musulman nous a arrêtés et m'a dit « Madame, ne passez pas par là, on va vous tuer. Faites le tour », je lui ai dit où nous allions, « faites le tour par le boulevard Front de Mer ». Je suis donc descendu par le boulevard Front de Mer
et nous avons pu arriver à l'institution Saint-Louis sans trop de dommages. Mais nous avions laissé à l'institution Jeanne d'Arc la cuisinière, qui était une personne de plus de 60 ans. Nous n'avons pas voulu la laisser passer la nuit seule à Jeanne d'Arc. J'ai donc repris la voiture avec la directrice de l'institution et nous sommes remontés à 8 heures du soir. Nous avons traversé Oran comme je ne l'avais jamais vu, c'est-à-dire une ville absolument vide, plus une voiture, plus une personne, plus un chat, absolument désertique. Voulez-vous préciser encore une fois l'heure, s'il vous plaît? 8 heures du soir. Mais nous nous étions munis, sur les conseils de certains d'Algériens, nous nous étions munis à un bureau de la Wilaya 5 d'un laissez-passer que j'ai gardé longtemps précieusement et qui m'a été volé, appartement cambriolé en Algérie, sur lequel il était dit: nous prions tout frère algérien ou toute sœur algérienne nous disent de ce nom de faciliter leur acheminement. Il s'agissait de Madame Langlois et de Mademoiselle Salva, moi-même. Nous avons donc traversé Oran, nous sommes arrivés sans encombre, nous nous sommes barricadés à l'institution Jeanne d'Arc et le lendemain matin, nous avons reçu les messages nous apprenant que monsieur Untel, père d'une élève de seconde, avait été pris et tué, que monsieur le directeur de l'Assegna, c'est pour ça que j'ai fait allusion, le directeur de l'Assegna, monsieur Domeneghetti, avait été pris et tué et emmené au Petit Lac. Nous avons appris qu'un capitaine, comme l'a dit M. Zeller, qu'un capitaine, boulevard Mascara, est intervenu pour essayer de sauver quelques-uns des Français d'Algérie qui étaient pris en otage. Et avec la permission de Madame, qui a évoqué sa situation tout à l'heure, j'ai appris aussi que le magistrat qui se trouvait au palais de justice avait téléphoné au général Katz pour lui demander de l'aide pour pouvoir sortir du palais de justice. Le général Katz a répondu: nous avons l'ordre de ne pas intervenir, ce qui corrobore ce qu'a dit M. Zeller. Le même magistrat a téléphoné au colonel de gendarmerie, qu'il connaissait, même réponse. Voilà ce que nous avons vécu. Je vous assure que ce sont des journées que je n'oublierai jamais, moi non plus. Je vous donne la parole tout de suite. Il avait dit à mon mari, le colonel de gendarmerie, a dit: si je voyais une attaque sur le palais de justice, je prendrais sur moi d'intervenir. Mais mon mari a dit: l'aurait-il fait? Oui, je me rappelle que ce témoignage de ce magistrat figure dans le livre de Madame de Ternant. Le nom du magistrat ne me revient pas maintenant, mais on peut le trouver dans Fourcade. les ouvrages. Pardon? Fourcade. Oui, en effet, oui, c'est ça. Vous êtes son épouse, madame? Et madame Fourcade est là. D'accord. Voilà. Oui, très bien. Pas d'autres. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Peut-être voulez-vous poser des questions à Guillaume Zeller, parce que je ne doute pas que certains d'entre vous ont lu son livre. Oui, Marcel Alonso de Saïda, je voulais dire à M. Zeller que, effectivement, j'ai personnellement reçu le témoignage de dizaines de personnes mentionnant la solidarité entre les communautés lors de la journée du 5 juillet. Mais c'est une solidarité que je voudrais qualifier de très spéciale. Et pour l'illustrer, je vais donner un exemple donc personnel. Le 6 juillet à Nice, j'ai été chercher un oncle qui arrivait d'Oran, M. Carrasco, Louis. Je pense qu'il était avec Mule et il a été raflé et amené au Petit Lac. Battu effectivement tout le long du trajet. Moi j'ai découvert une tête au carré, vraiment les yeux au beurre noir, tout défiguré. Et il m'a dit, je reviens de loin parce qu'en descendant du camion, il y a quelqu'un qui m'a tiré en arrière, et
de Wahed Ben Wahed, que j'ai cité tout à l'heure, c'était bien ça. Ce camarade-là, qui était un de ses ouvriers, a dit aux autres, laissez-le moi, celui-là, je m'en charge. Il a pris, il a tiré en dehors du camion, il a couché par terre, il a fait semblant de te défendre, et il a traîné, et il a mis dans un petit oued, un petit ravin, et il a dit, pars par là à quatre pattes, et que Dieu te garde. Donc, vous voyez, c'était quelqu'un qui participait à l'égorgement des gens qui arrivaient, et qui malgré tout avait un sentiment, je dirais, de fraternité avec son patron. Donc c'est très complexe à analyser. Voilà. Effectivement, moi, c'est vraiment une des choses qui m'a beaucoup frappé au cours de ce travail. Et j'allais dire, au début, je voyais beaucoup de témoignages donc de Français d'Algérie, d'Oranais, qui racontaient ces fameuses solidarités. Moi-même, en tant qu'extérieur, moi-même qui ne suis pas d'une famille de Français d'Algérie, je me suis dit, enjolive-t-il la situation en disant que tout était merveilleux et qu'on était tous frères. Et moi, c'est vrai que j'étais très sensible à tous ces témoignages que je lisais, parce que, rassurez-vous, quand un Français d'Algérie prend la parole, je ne me dis pas tout de suite, attention, il faut le mettre en doute, mais bon, je voulais le corroborer de l'autre côté, sachant que moi, depuis Paris, j'avoue que c'était très difficile de prendre des contacts en Algérie, mais j'en reviens toujours sur Liedo, sur ce documentaire qui, à mon avis, est une bombe, puisque ce sont les Algériens d'aujourd'hui qui racontent cette solidarité de l'époque. Ils ne disent pas que tout était rose, évidemment. Certains, d'ailleurs, voulaient mettre dehors les Français d'Algérie. Mais cette espèce de fraternité que, vraiment, je vous invite à le voir, on le voit dans tous les témoignages des Oranais qu'il est allé voir. Et d'ailleurs, c'est un signe. Son documentaire a été interdit en Algérie. Il n'a pas été projeté en France. On peut le trouver qu'en DVD. C'est une petite bombe, je pense, dans son genre, parce que voilà, c'est une histoire à ne pas dire, parce que ça montre ce que c'était et c'est différent de ce qu'on entend. À partir du témoignage de M. Alonso, est-ce qu'on n'a pas l'envers du décor? C'était quand même organisé, c'est pas quelque chose de spontané, il y a une organisation, et donc à l'origine de cette organisation, il y a des responsabilités. Et je crois que là, ce que je voudrais qu'on passe, c'est au-delà du drame, de tout ce qui est affreux, passer sur on peut affirmer aujourd'hui, moi c'est aux historiens que je parle, que ça a été organisé. Et donc il y a une responsabilité de l'organisation qu'il faut rechercher. S'appesantir sur les drames, d'accord, mais de l'autre côté, les responsabilités. Alors, est-ce que vous pourriez aborder cette question un petit peu? Pour ma part, là aussi, j'ai cheminé sur cette question avec prudence, et c'est vrai que je serais content de passer la parole après à Jean Monneret sur cette question. Au cours d'une fois de plus de ce travail, j'ai un peu oscillé entre les deux versions. Comment dire? Premièrement, je sais, quand on fait un travail d'histoire, enfin, moi je prétends pas être historien, je suis journaliste, j'ai une formation d'historien. Il y a le témoignage, bien sûr, mais l'archive reste quand même quelque chose d'important. Et en l'occurrence, les archives, pour l'instant, on les a pas. Alors, on n'a pas déjà la pièce qui l'atteste. Donc on ne peut avoir que des soupçons pour imaginer un scénario de préméditation et d'organisation. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'archives que ça n'a pas eu lieu. Il faut être évidemment prudent. C'est vrai que si on veut construire un système bien bâti, la théorie de dire c'est une foule de tueurs qui a été excitée par Boumedienne et Bembella pour montrer que le GPRA était incapable de maintenir l'ordre à Oran, et donc pour, in fine, aller prendre le pouvoir et renverser le GPRA et les modérés d'Alger, c'est quelque chose qui tient bien la route. Effectivement, c'est un scénario qui fonctionne bien, mais une fois de plus, à ma connaissance, peu de pièces l'attestent. Il y a quelqu'un de très obstiné qui travaille là-dessus, qui est Jean-François Payat, qui essaie de retrouver des documents, des témoignages, et il fait un travail fou. Mais j'avoue que je n'ai pas vu la pièce qui, pour moi, l'attestait. Ensuite, il y a des signes. Il y a des signes qui peuvent attester cette organisation. J'en retiens quelques-uns. Je retiens le fait, effectivement, de ces gens qui ont prévenu les
Européens d'Oran qui les ont prévenus la veille ou le matin en leur disant « tu te caches, demain tu ne sors pas ». Donc on savait qu'il allait se passer quelque chose, qu'il allait y avoir cette grande chasse à l'homme. C'est un signe. L'autre signe, c'est le caractère organisé de cette matinée. Alors effectivement, tout n'a pas été... On peut pas... Il y a autant de situations, j'allais dire, que de victimes. Tout le monde n'est pas monté dans un camion bâché, escorté par des hommes en armes et conduit au Petit Lac. Des gens ont été abattus sur place, certains y sont allés mais pas en camion, certains ont été escortés par des civils et pas par des hommes en armes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une vraie organisation, et effectivement des gens en uniforme. Est-ce de la LN ou des athéos? On ne sait pas encore. Voilà, certains éléments peuvent effectivement plaider en faveur de l'organisation. Ensuite, cette organisation est-elle le fait du clan d'Oujda et de Boumediene Ben Bella? Cette organisation, elle peut venir, cette préméditation, elle peut être le fait d'un autre groupuscule, à mon sens, qui sont les nervis FLN, justement du quartier du Petit Lac, et notamment un certain Siatou, qui est un tueur reconnu, j'allais dire fiché depuis longtemps, et qui même, je crois, dit-on, s'était fait morigéner par les autorités FLN du coin, c'est-à-dire Sibakti, parce qu'il était trop violent et trop cruel. Notamment, on le cite beaucoup autour des histoires de transfusion forcée de sang. Il aurait été un des pionniers pour aller ponctionner le sang des Européens. En tout cas, s'il n'a pas fait ça, il a fait d'autres choses assez épouvantables. Donc c'est peut-être lui ou des gens de son acabit qui ont organisé tout ça, ce qui expliquerait effectivement l'organisation, la présence d'hommes en armes parmi les civils. Ils sont venus lyncher, exproprier, spolier. Voilà. Bon, c'est pour ça que je suis assez prudent. Ensuite, et après j'ai terminé, je vous laisse la parole, évidemment, ça je vous rejoins, je crois, on ne peut pas s'empêcher de penser à ces phénomènes de lynchage collectif, de lynchage de foule. Je connais mal cet auteur qui me fascine et qui me passionne, qui est René Girard, mais il y a quelque chose de ça, de cet emballement féroce, cet emballement mimétique de ces foules qui vont régler leur propre désordre, leur propre division, en tuant des victimes innocentes. On voit ça partout dans l'histoire de l'humanité, dans les mythes les plus anciens. Je parle avec humilité là aussi, parce que je maîtrise mal ces concepts. Ces phénomènes d'épuration, on connaît leur sauvagerie, c'est hideux, ça se passe comme ça dans tous les cas. Donc, je ne peux pas trancher en faveur d'une préméditation voulue par Boumediene et Ben Bella, même si le scénario est plausible, mais rien n'atteste. En revanche, d'autres éléments attestent que ça a pu être organisé par des éléments crapuleux, et enfin qu'il y a peut-être une conjonction avec un phénomène de sauvagerie et de barbarie propre au mouvement d'épuration, sachant en plus qu'au-delà de ça, c'était aussi l'occasion de s'approprier les appartements, les voitures, les biens, etc. Donc voilà, il y a vraiment un faisceau, c'est très complexe, et malheureusement, moi je ne suis pas encore capable de trancher. Oui, merci. Alors écoutez, moi là, sur ce problème, je suis content qu'on me donne l'occasion de préciser ma position, parce que on a fait allusion à Jean-François Paya, qui est un excellent ami, hein, donc c'est pas parce qu'on a quelques divergences sur ce problème, ça n'a rien à voir. Je compte très prochainement publier une série d'articles sur mon site internet à ce sujet. Peut-être même seront-ils publiés dans Études coloniales. Je suis tout à fait d'accord avec Guillaume Zeller, que le phénomène puisse paraître quelque chose d'organisé, etc. Je ne le contredis pas. Mais où cette théorie pêche, c'est parce que nous n'avons pas des preuves formelles. Alors, il ne suffit pas qu'un phénomène paraisse probable pour aussitôt le présenter comme quelque chose d'établi historiquement. Donc, en ce qui concerne la thèse de Paya, pour moi, c'est une hypothèse. Il faut la démontrer. Alors, c'est un problème, si vous voulez, d'historien. Ceci dit, il est vrai aussi que si on se réfère à des complots, à des conflits entre le GPRA et l'EMG de Boumediene, il faut savoir de quoi l'on parle. Évidemment qu'il y avait un tel conflit. Évidemment que le GPRA avait démis Boumediene de son poste à l'EMG, et évidemment que tout cela est bien connu si on relit la presse de l'époque, on ne parlait que de cela à propos d'Algérie, du conflit entre Ben Bella Boumediene et le GPRA.
de là imaginer, car il s'agit d'une imagination, que ce conflit explique le 5 juillet, c'est précisément ce qu'il faudrait démontrer. Alors moi je ne dis pas que ça n'est pas le cas, je dis qu'il faut le démontrer parce que dans l'histoire, si vous voulez, on a tellement abusé des complots et des machinations en tout genre que les historiens sont très réservés à ce sujet. De sorte qu'il faut véritablement démontrer qu'il y avait un... Or, ce n'est pas du tout le cas. Oran était au contraire un bastion benbelliste. Et ça, on le sait, lorsque les gens d'Oran, Sibahti, Seoutman, Ben Bella lui-même, qui était oranais, Boumedienne aussi, tous ces gens ont énormément d'appui dans Oran. Alors, Paya soutient une thèse inverse, il prétend que l'organisation FLN d'Oran était très... Moi, j'avoue mon scepticisme. Mais s'il trouve des documents qui le prouvent, je m'inclinerai très volontiers. Je ne veux pas trop m'attarder sur ce point. Je voudrais maintenant préciser deux petites choses, qui ne sont pas des petites choses d'ailleurs, deux choses. D'une part, à expliquer le 5 juillet par un complot ou un je ne sais quel... Si vous voulez, j'ai du mal à croire que le FLN avait besoin, pour entrer dans Oran, de susciter un massacre. Je ne vois pas le... Pourquoi. N'oublions pas une chose, c'est que 7 Katibas étaient entrés dans Oran déjà quelque temps auparavant, et que le 3 juillet, vous avez Sibahti qui tient, c'est dans la presse de l'époque, hein, ça n'a rien de mystérieux, vous avez Sibahti qui tient un meeting ouvert à la frontière du quartier musulman, à hauteur du boulevard du corps expéditionnaire français, et qui fait un discours dans lequel il dit carrément que ceux qui s'en prendront aux Européens seront fusillés. Donc, si vous voulez, le bruit court déjà depuis plusieurs jours. On sait que la foule dans les quartiers musulmans est excitée, elle est hystérique. On sait déjà que le 5 juillet, il risque d'y avoir ça risque d'être chaud, dangereux même. Les gens vont... Bon. Alors, tout cela peut s'expliquer d'une autre façon. Mais moi, je ne tranche pas, je ne veux pas être dogmatique. En revanche, en mettant l'accent sur un complot qui, pour l'instant, n'est pas prouvé, je pense qu'il faut faire très attention parce qu'on atténue aussi la très lourde responsabilité des autorités françaises et des autorités militaires qui étaient là et qui pouvaient intervenir. Comme il a été fait remarquer tout à l'heure dans l'exposé, il avait été dit que, y compris par le général Fourquet, qu'en toute hypothèse, des militaires ont le devoir d'intervenir dès lors qu'il y a des citoyens menacés. Bon, de sorte que il est clair que le général Katz a choisi, d'ailleurs par la suite, il l'a dit, y compris dans son livre, il a choisi de ne pas bouger. Sauf, il y avait une petite restriction qui était strictement verbale à l'extérieur immédiat des casernes. Bon. Alors, je vais maintenant terminer sur ce point. La responsabilité du général Katz est écrasante. Il y a erreur de commandement au minimum. La responsabilité des autorités françaises qui ont donné des directives absurdes et qui en même temps n'ont pas réagi devant l'événement, car, vous comprenez, Paris était informé, comme on dit aujourd'hui, en temps réel de ce qui se passait. Au total, nous avons une responsabilité écrasante de ce côté-là. Je voudrais quand même préciser une chose. Pour beaucoup, tout le monde a entendu parler du lieutenant Rabat Khelif, mais loin de moi l'idée de vouloir diminuer ses mérites, qui sont considérables, c'est un héros du 5 juillet, mais en consultant les archives militaires, j'ai appris l'existence d'un autre musulman, d'un autre lieutenant musulman qui est intervenu aussi. Alors son nom est inconnu jusqu'à maintenant, mais je suis heureux de pouvoir le citer. C'est un lieutenant qui s'appelle le lieutenant Bakouj et qui est intervenu à la tête d'une unité
de ce qu'on appelait la force de l'ordre. Et il faut dire aussi que le capitaine Khelif était aussi dans une unité de la force de l'ordre. Et ce lieutenant Bakouche, bien, il est dans les archives militaires, mais il est resté inconnu du grand public, y compris de nous. Alors je suis content de lui rendre aussi cet hommage. Il y a un autre militaire, on a cité le capitaine colonel Groknek, oui, je l'ai consulté par téléphone, je crains qu'il soit décédé maintenant, qui est intervenu. Et puis, il y a quelqu'un qu'on a peut-être oublié aussi, c'était un ami à moi, le général dont j'ai parlé, le général Gillis, qui est décédé il y a 2 ans, qui a été longtemps président de l'association de soutien à l'armée française, et le général Gillis était intervenu, j'en parle dans mon livre, mais on en parle dans beaucoup d'ouvrages, il était intervenu à la tête d'un véhicule blindé à hauteur du boulevard Clémenceau, un véhicule blindé qui relève du 5e RI. Et alors ce qui est amusant, c'est que alors qu'il est intervenu en négligeant complètement les ordres reçus, dans son livre, le général Katz cherche à prouver que l'armée française est intervenue immédiatement et il cite l'intervention de ce blindé du 5e RI. C'est-à-dire qu'il s'attribue en quelque sorte le mérite de quelque chose qui ne devait absolument rien à ces directives, bien entendu. Bon, je vous remercie à tous. On va passer maintenant à la table ronde suivante. Merci M. Zeller, merci M. Mondoré pour vos apports. On les applaudit.